J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'investisseur Chris Meyer et de son bouquin 100 Beggar, donc un livre qui va vous permettre, ou plutôt qui va vous donner toute la méthodologie qui va justement vous permettre de sélectionner des entreprises qui vont faire x100 en bourse. Donc voilà, vous mettez 10 000 balles, vous en ressortez 1 million. Alors dans cette vidéo, on va surtout et encore faire la critique de ce livre. Et bon, je vais vous donner toute la méthodologie qu'il dévoile et qu'il détaille dans son livre. Mais voilà, on va surtout faire la critique et comparer cette stratégie-là à la stratégie originale qui est celle de Peter Lynch, les 10 Beggars, d'accord? Donc on va aller vraiment faire une vue d'ensemble. On va également aller voir du côté de Monish Pabrai. Donc voilà le livre que j'ai lu et que sur lesquels j'ai pris des notes et que je vais vous détailler. Donc voilà, c'est le livre de Chris Meyer qui est assez connu. Chris Meyer, il passe sur tous les podcasts en bourse, etc. Mais c'est vrai que ce bouquin, il me fait plus penser à une thèse, d'accord? Voilà, une personne qui écrit un mémoire en fin d'études, que plutôt. En fait, ce que je veux dire, c'est on va le voir ensemble, mais il n'y a rien d'actionnable dans ce livre. En fait, il n'y a pas de renouveau. Il a juste fait un énorme travail et là-dessus, on le remercie de recherche. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, voilà, juste ici, voilà, il le dit très bien qu'ils ont dépensé plus de 50 000 dollars pour avoir les datas. Il a fait un énorme travail d'étude des différentes entreprises, donc depuis 1962 à 2014 qui ont fait du x100. Mais ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthodologie, contrairement à ce que je vous ai dit à l'instant. Par exemple, Peter Lynch, lui, il a vraiment bâti tout un écosystème autour de sa méthode avec ces 6 catégories, les stalwarts, les fast growers, les slow growers, les asset play, les turnaround. Et en fait, tout ça, chaque catégorie, d'accord, avait finalement une méthodologie propre à elle en fonction de l'avancement du business dans sa vie. Voilà, il y avait les business, le cycle d'un business, excusez-moi, mature, stable, déclin, etc., etc. En fonction de tout ça, il y a vraiment toute une stratégie qu'il a clairement amenée et qui a perduré. Mais avant de continuer, on va commencer par le positif. Ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'effectivement, voilà, il n'a pas vraiment de méthode, etc. Et il ne réinvente pas l'eau chaude, mais il fait des rappels sur des points qui sont trop souvent négligés et pas assez mis en avant. Par exemple, l'importance de se focaliser sur certaines entreprises, sur l'entreprise value et non pas sur le prix en bourse, sur la capitalisation boursière. On va y revenir. Et pareil, l'importance d'aller d'avoir une croissance du chiffre d'affaires vraiment beaucoup plus importante que la croissance du bénéfice net ou encore dans le bout du bout du free cash flow, pour la simple raison que en fait le chiffre d'affaires, en fait c'est évident, mais ça fait du bien de le rappeler. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment le goulot d'étranglement, c'est-à-dire que si jamais en fait vous pouvez avoir un bénéfice qui augmente, mais in fine, si le chiffre d'affaires n'augmente pas, si l'entreprise ne gagne pas de part de marché, en fait votre bénéfice net il ira nulle part. Donc justement, pour choper des entreprises qui font du x100, vous n'avez pas le choix que d'aller sur des entreprises qui ont leur chiffre d'affaires qui explose, leur part de marché qui explose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, si vous prenez un screener, donc c'est vraiment tout bête, mais si vous prenez un screener et que vous que vous sélectionnez les entreprises qui ont augmenté leur bénéfice net ou leur free cash flow sur les 5 dernières années, vous allez avoir des entreprises comme McDo par exemple. Regardez, McDo, on a le bénéfice net de McDo a explosé sur les dernières années. Regardez, on a carrément une augmentation, on est passé de 4 à 8. On a doublé, c'est énorme, d'accord, c'est vraiment énorme. Mais est-ce que le chiffre d'affaires a doublé? En fait, on s'aperçoit que non. Donc McDo, ce qu'ils ont fait, une fois qu'ils se sont aperçus que leur taille était énorme, qu'il y avait à peu près des McDo de partout, ils se sont dit, bon bah ok, très bien, nous on va avoir de la rentabilité, on va avoir du cash, non pas en augmentant nos parts de marché, mais en augmentant les marges, en devenant plus efficients. C'est ce qu'ils ont fait. Les marges sont passées de 17% à 33%. Les marges ont doublé, le bénéfice pour le même chiffre d'affaires, il double. Là-dessus, c'est mathématique. Mais là, si jamais vous prenez un screener que je viens de vous dire à l'instant et que vous regardez donc McDo depuis 2015, vous dites mais super, le bénéfice net a doublé. Mais est-ce que le bénéfice net va pouvoir redoubler sur les 10 prochaines années? Ça me paraît très peu probable parce qu'il faut ou bien que là, maintenant, les marges passent de 32 à 62, marge nette de 62% pour du fast-food, c'est impossible. Ou alors justement, il faut que le bénéfice il double. Et ça va être très très dur pour que McDo double son bénéfice. Donc vraiment toujours raisonner en termes de part de marché et donc en termes de croissance du chiffre d'affaires. Donc lui, ce qu'il préconise, c'est évidemment de se focaliser dans un premier temps sur la croissance
du chiffre d'affaires, parce que si la croissance du chiffre d'affaires, eh bien, elle augmente, que le business est un bon business. Également, il dit toujours, critère numéro 1, c'est le RE. Là-dessus, voilà, 100% évidemment, Warren Buffett nous le dit depuis encore une fois 70 ans. Donc, si vous prenez une boîte avec un chiffre d'affaires qui augmente et avec un retour sur investissement qui est important, ben là, en fait, vous avez entre guillemets le jackpot. Donc voilà, plutôt partir du haut de l'entonnoir, c'est-à-dire chiffre d'affaires et avec un gros retour sur investissement. Alors deuxièmement, pour ce qui est de l'entreprise value, quelle est la différence entre l'entreprise value et la capitalisation boursière? Eh bien, il faut bien distinguer les deux. La seule différence, c'est que l'entreprise value prend en compte la dette. Puisque si vous mettez deux entreprises côte à côte dans le même secteur, sauf qu'il y en a une, enfin les deux ont un peu de 10, donc les deux se négocient en bourse à 10 fois leur bénéfice net. C'est-à-dire que les deux, leur capitalisation boursière est égale à 10 fois leur bénéfice net. Mais s'il y en a une qui a 30 milliards de cash de dette et l'autre qui a 5 milliards de dette, eh bien, vous voyez bien que ce n'est pas du tout pareil. Donc il faut prendre en compte cette dette, mais encore une fois, c'est logique. Et vous voyez ici, là, je vous ai mis Kering, LVMH, Hermès parce que ça me fait énormément penser au fameux price to book. Énormément de personnes valorisent leur entreprise avec le price to book. Combien de fois je paye l'equity de mon entreprise? Combien de fois je paye la valeur comptable de mon entreprise? Actif moins passif. Mais en fait, si vous ne mettez pas le price to book en parallèle, enfin, si vous ne comparez pas le price to book au retour sur le capital employé, donc au ROIC, ben, ça n'a aucun sens. Parce que par exemple, regardez, Kering, effectivement, là en bourse actuellement, ça se paye 2 fois l'equity. Donc vous payez que 2 fois vraiment la valeur comptable de Kering. LVMH, vous payez ça 5 fois. Donc 2 fois plus. Et Hermès, vous payez ça 15 fois. Donc encore 3 fois plus. Mais regardez maintenant le retour sur les capitaux employés. Hermès, on a du 27%. LVMH, on a du 16% et Kering, on a du 7%. Donc il est normal qu'on paye beaucoup moins que l'equity de Kering en bourse se négocie beaucoup moins cher parce que les actifs de Kering sont beaucoup moins rentables que les actifs d'Hermès. D'accord? Donc ça, il faut vraiment l'avoir également en tête et c'est des rappels, enfin, c'est des piqûres de rappel, excusez-moi, qui font jamais de mal parce qu'effectivement. C'est bien beau d'acheter une fois l'equity, d'avoir un price to book de 1, c'est-à-dire que la valeur comptable de votre entreprise, elle vaut 1 milliard et le prix en bourse c'est 1 milliard. Bah oui, mais encore une fois, si les actifs de votre entreprise ils ne produisent pas de valeur, si les actifs de votre entreprise ne génèrent pas de cash flow, ça n'a aucune importance. Et c'est pour ça qu'énormément de particuliers se cassent les dents et se ruinent en faisant du deep value investing. C'est parce qu'ils oublient toute cette dimension-là, le fait qu'un actif a de la valeur seulement si il est rentable, seulement si il génère du cash, du free cash flow. Et le problème, c'est que si vous mettez un screener et vous faites par exemple la formule de Benjamin Graham, la net asset value, vous voyez justement ici, je vous ai mis le screener et là vous avez que des entreprises qui se négocient en dessous de leur valeur comptable. Mais en fait, quand vous regardez la valeur intrinsèque, à chaque fois ça s'effondre, quoi. C'est des trucs en fait qui s'effondrent totalement parce que effectivement, je sais pas si je prends ça par exemple, c'est des trucs qui s'effondrent parce que voilà, c'est la rentabilité des actifs qui sont mauvais. Ok. Bon, je me suis remis sur son sommaire. Donc le chapitre 1, il vous fait une introduction très rapide. Chapitre 2, il vous dit que tout le monde peut le faire, acheter des entreprises qui font du x100. Et chapitre 3, il vous dit il faut faire le Coffee Can Portfolio. Alors qu'est-ce que c'est le Coffee Can Portfolio? C'est le fait de faire une sélection d'entreprises aujourd'hui, la mettre dans un portefeuille et revenir dans 30 ans. Je ne rigole pas, c'est ce qu'il préconise de faire. Pourquoi Coffee Can? Parce que Coffee Can, c'est, vous se remontez 100 ans en arrière, les personnes, elles mettaient de l'argent dans une boîte de café, elles allaient planquer ça quelque part et dans 10 ans, si elles avaient un coup dur dans leur vie, eh bien, elles avaient comme ça une petite manne de côté. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une stratégie qui, selon moi, n'est pas… En fait, il y a premièrement un biais du survivant qui est énorme. C'est-à-dire que dans toutes ces études, il ne prend pas en compte toutes les entreprises qui ont fait faillite. On va le voir, c'est sur ce passage-là. C'est que voilà, si jamais tu achètes une entreprise qui a un retour de plus de 20% par an annuel, eh bien, en 25 ans, ça va faire x100. Très bien. Et ils le disent, si par contre tu prends tes bénéfices à la 20e année, tu as seulement 40 x 40. C'est les rendements composés, effectivement, sur les 5 dernières années. C'est là où se fait toute la performance. Le problème, c'est que, regardez, la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le S&P 500 est de 17 ans. Deuxième information, regardez ici, le taux de rotation, d'accord, est passé de 1,6% dans les années 55 à 6% aujourd'hui. Autrement dit, dans 9 ans, la moitié des entreprises du S&P 500 auront été remplacées. Et en fait, le biais du survivant, c'est que, eh bien, là, si vous prenez aujourd'hui une capture à l'instant T des 50 dernières années avec toutes les entreprises qui ont fait du x100, effectivement, vous dites, autant les tenir 25 ans, parce qu'en moyenne, elles ont fait 25 ans. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'entreprises
qui en fait ont fait du x10, du x20, du x30 en 10, 15 ans, 20 ans, ont atteint leur taille maximale et ont commencé à déclin, excusez-moi, leur phase déclin. Voilà, je vous l'ai mis ici. Énormément d'entreprises, bim, elles ont fait du x15 quand elles sont arrivées au summum de leur taille et bim, elles sont parties en faillite et maintenant elles ne sont plus tout simplement dans les datas puisqu'elles ont disparu, elles ont été remplacées comme vous le montre ici très bien cette étude. Voilà, il y a la moitié des entreprises dans 9 ans qui auront été remplacées. Et ce qui m'amène à vous parler de la règle de Monish Pabrai, la règle des 50 milliards, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va prendre par exemple là les 20 dernières années, il y a eu 3700 introductions en bourse aux États-Unis. Et écoutez bien, il y en a seulement 9 de ces 3700 entreprises qui ont été cotées en bourse qui ont dépassé une capitalisation boursière de 50 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en fait, pour faire un 10 bagger, comme ce que préconise Peter Lynch, il faut choper globalement, là on voit une entreprise, de 1 milliard à 5 milliards, globalement vous avez pas mal de chances. Si vous la chopez à 2 milliards, votre entreprise, elle monte à sa taille maximale à 20 milliards, elle ne dépassera pas cette taille-là, elle se fait remplacer par une autre entreprise. Voilà, next, fin de l'histoire. Le problème c'est que si vous voulez faire un 10 bagger, finalement il faut vraiment sélectionner des entreprises qui ont une capitalisation boursière maximum du coup de 250 millions à la date de l'achat, parce que sinon on voit bien qu'il n'y a que 9 entreprises sur les 3700 qui ont dépassé les 50 milliards, donc vous avez quasiment zéro chance. Et donc c'est pour ça, il le dit dans son livre, il le dit bien dans son livre qu'effectivement il faut choper des entreprises entre 50 millions et 500 millions. Mais ce que je veux vous dire et ce que je vais vous amener comme stratégie qui est beaucoup plus optimale pour faire de l'argent en bourse, c'est plutôt de faire par exemple, il y a une formule qui s'appelle x8, la formule x8. En gros, vous achetez une entreprise aujourd'hui, d'accord? Cette entreprise-là, elle double son chiffre d'affaires, ok? Elle double ses marges, donc x2 le chiffre d'affaires, x2 les marges, c'est-à-dire que le bénéfice net il fait du x4. Jusque-là, tout le monde me suit, d'accord? Donc le bénéfice, l'earning per share, le bénéfice par action fait du x4. Et ensuite, vous allez émettre l'hypothèse que finalement, le marché, étant donné que les marges ont doublé, les actifs de cette entreprise, finalement, vous le comprenez, sont deux fois plus rentables, eh bien, le marché, il valorise l'entreprise 2 fois plus cher. Et donc là, vous avez du x2 sur le chiffre d'affaires, du x4 sur le bénéfice net et du x2 en valorisation dans le bout du bout. Donc, vous avez du x8 au global. Donc, faites du x8 sur votre investissement, vous faites du 800%. Et à ce moment-là, vous prenez vos bénéfices comme fait Peter Lynch. Et donc là, en fait, c'est bien plus simple même si c'est compliqué, mais d'avoir ce genre d'entreprise, de sélectionner ce genre d'entreprise qui va faire ça, si vous sélectionnez bien, que avoir une entreprise qui va passer de 500 millions à 50 milliards. C'est-à-dire une small cap qui va passer qui va être l'élu sur les 9 des 3700 qui ont dépassé cette capitalisation boursière. Ça, c'est la fameuse expression une aiguille dans une potte de foin. Donc ici, effectivement, je me suis mis sur les datas qu'il a recherché, donc c'est la page 47 de son livre. Et en fait, on voit qu'effectivement, la majorité donc, des 360 100 beggars, les entreprises qui ont fait du x100, eh bien, elles l'ont fait entre 16 et 30 ans. Et ensuite, après, c'est entre 31 et 45 ans. Donc, je pourrais faire à peu près une moyenne, aller à, c'est ce qu'il dit à 26 ans, mais sinon, on voit que c'est plutôt, ça serait à peu près du 30 ans, quoi. Donc, il faut vraiment garder l'entreprise 30 ans. Et c'est vrai que c'est pas évident pour moi de vous expliquer mon point de vue, même si je pense que vous l'avez compris, mais ce que je veux vous dire, c'est que effectivement, sur le papier, c'est super bien et c'est pour ça que son livre s'est autant vendu. C'est pour ça qu'il a interviewé sur tous les podcasts de bourse et c'est pour ça surtout qu'il a un tel, que ça marche aussi bien sur Internet. C'est parce que ça fait rêver. Un 100 bagger, vous allez acheter une entreprise, ça va faire du x100. Mais dans les faits, encore une fois, les probabilités que vous choisissiez la bonne entreprise et que cette entreprise-là, eh bien, elle fasse déjà du x10, du x20, du x30, qu'elle aille jusqu'au x100. En fait, encore une fois, comme l'a dit Peter Lynch, ici, vous voyez, il y a plein de phases. Et en fonction de la phase, c'est à chaque fois des enjeux différents, c'est un narratif qui change. Et une entreprise qui arrive donc à sa taille maximale, c'est une entreprise qui a réussi tous les défis qu'il y avait sur la route. Mais les défis sont énormes, les obstacles sont énormes et il y en a très 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 peu. Alors je fais une parenthèse, je me suis mis sur Monster Beverage puisqu'il en parle dans son livre et justement il disait que voilà, il fallait, après coup il dit bien évidemment il fallait acheter Monster Beverage ici. En fait il fait l'analogie d'un investisseur et d'un poisson en disant
que voilà, le poisson, quand il y a un pêcheur qui met un appât, eh bien si l'appât il bouge pas, le poisson ne mord pas. Et donc c'est la même chose pour les investisseurs avec les actions. Si votre action ne bouge pas, ne fait rien en bourse, les investisseurs la délaissent. Et c'est là où justement, selon lui, il faut rentrer. Mais là encore, il n'invente pas l'eau chaude. Hein. C'est voilà, en fait, il a juste mis des mots sur ce que Warren Buffett appelle la valeur fondamentale qui croît ou qui décroît, et surtout sur effectivement, eh bien il y a l'entreprise en bourse, le prix par action, et il y a l'entreprise dans la vraie vie avec qui gagne des parts de marché, etc. Et parfois, effectivement, eh bien, en bourse, l'entreprise, elle fait rien, voire elle baisse. Et dans la vraie vie, l'entreprise, elle gagne des parts de marché, elle augmente ses marges, elle augmente son retour sur investissement, elle augmente son bénéfice. Et c'est là où, justement, quand l'écart se creuse, bah, c'est là où Warren Buffett, il achète. Donc, c'est effectivement ce qu'il préconise de faire. Et donc, sur Monster Beverage, il dit qu'ici, voilà, l'entreprise n'a rien fait alors que le bénéfice... Enfin, ici aussi, justement, le bénéfice n'a rien fait, mais justement, voilà, le bénéfice a explosé. Et donc, selon lui, il fallait déjà être positionné ici parce qu'il y avait un retour sur equity qui était élevé. Mais le problème, je vous réfère encore une fois au biais du survivant, c'est que là, je l'avais vérifié, à Monster Beverage, ici, la capitalisation boursière était de 50 millions. Combien d'entreprises dans le beverage, comme Monster Beverage, à l'époque, donc dans les boissons, avait une capitalisation boursière de 50 millions, d'accord, avec un retour sur investissement élevé, mais sauf qu'en fait, ils n'ont pas augmenté les revenus, ils se sont fait racheter par un concurrent, ou alors ils ont fait faillite, ou alors voilà, ils ont tout simplement disparu. Donc effectivement, après coup, sélection naturelle, il n'y a plus que Monster Beverage qui reste, parce que c'est celle qui a le mieux performé, d'accord. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, ce genre de choses, c'est c'est pas évident. Et deuxièmement, au niveau de la psychologie, c'est qu'effectivement, voilà, vous achetez Monster Beverage, ça explose. Et en fait, il faut quand même savoir que ici, là, Monster Beverage, c'est une entreprise, par exemple, qui baisse de plus de 40% en moins d'un mois. C'est une entreprise qui régulièrement se tape des moins 50 en moins d'un mois. Donc, il faut quand même être très solide psychologiquement. Et pourquoi il parle de Monster Beverage? Puisque c'est l'une des entreprises qui a fait le plus rapidement x100. Regardez, par exemple, si vous aviez acheté un Monster Beverage ici en 2003, vous avez du 11 000%, donc du x100, enfin là même plus là, du x110 là faudrait voir, mais oui, ouais, c'est ça, en 5 ans quoi, j'arrondis en 5 ans. Et le truc c'est que regardez, en fait là vous prenez en 2008 et vous passez donc, si vous avez mis 10 000 balles, donc vous passez de 10 000 dollars à 1,2 million à 6 mois plus tard, en fait, vous avez plus que 350 000. Donc ça, c'est quand même très dur psychologiquement à encaisser ce genre de mouvement. Donc pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'il arrive avec son livre, ok, comment faire du x100, comment transformer 10 000 en 1 million de dollars. Vous prenez un ROE qui est élevé, vous allez prendre une entreprise qui a un management qui possède des parts de l'entreprise et qui est là pour du très long terme, effectivement. Vous allez également faire le Coffee Can Portfolio, c'est-à-dire que vous sélectionnez des entreprises, vous les mettez dans votre portefeuille et vous n'y touchez plus pendant 26 ans. Et enfin, il dit que même si jamais l'action ne fait rien, il faut justement hold, il faut garder la position puisque, voilà, comme sur Monster par exemple, ici, ça n'a rien fait pendant combien de temps? Ça n'a rien fait, voire ça a baissé de 50% pendant 5 ans. Donc voilà, il faut garder vraiment pendant 5 ans. Et donc la question, c'est pas... en fait, tout le monde les connaît, les critères pour que l'entreprise explose. Le problème, c'est combien d'entreprises il va falloir sélectionner pour que vous ayez la pépite qui va faire du x100. Il faut plutôt raisonner comme ça. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais il y a quelque chose qu'il n'aborde pas dans son livre, c'est que toutes ces entreprises-là, elles ne versent pas de dividendes. Évidemment, toutes ces entreprises sont des entreprises, pour faire du x100, vous êtes obligé de réinvestir 100% des gains avec donc voilà ce ROE qui est élevé. Il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo sur sur les critères d'un management exceptionnel. J'avais repris une étude que j'avais trouvée dans le livre de Thierry Smith. D'ailleurs, ça j'adore. Là, ça je suis fan. Thierry Smith, je suis fan. Il met vraiment une méthodologie en fonction des secteurs, des cycles, du management et pas pour pouvoir faire. Ils vend pas le truc. Ok, vous allez devenir un millionnaire en achetant mon bouquin à faire du x100. Non, il dit ok, moi je vais vous apprendre à sélectionner une boîte de qualité qui va faire du x4, du x5, du x10 si vous avez de la chance. Et ensuite, en fonction du cycle, vous allez la revendre pour aller votre cash autre part, excusez-moi. Et donc, dans la vidéo a été, j'ai eu un problème, elle est plus sur YouTube, mais justement, je vous fais un résumé de l'étude en 2 secondes. Il comparait 3 entreprises avec 3 stratégies d'allocation de capital différentes. 2 entreprises avec un ROE de 20% et une entreprise avec un ROE de 10%. L'étude, elle était comment l'entreprise va réallouer ses capitaux. Donc, les 2 entreprises avec un ROE de 20%, il y en avait une qui réinvestissait 100%
et l'autre qui allait réinvestir 70%, donc qui allait verser 30% de dividendes aux actionnaires, d'accord? Et la troisième entreprise qui a un ROE beaucoup plus faible, non pas de 20% comme les deux premières, mais de 10%, elle réinvestissait 100%. Bon, le résultat, c'était édifiant, c'était que l'entreprise qui avait un ROE de 20% et qui réinvestissait 100% des bénéfices sur une période de 20 ans, elle performait 5 fois plus que l'entreprise qui a un ROE également de 20%, mais qui réinvestit 70%. Donc qui réinvestit énormément quand même, mais qui verse les 30% des dividendes. Voilà, le coût d'opportunité de verser 30% de dividendes quand vous avez une boîte qui a un ROE qui est élevé, c'est du x5 sur du long terme, d'accord? Et après, la troisième entreprise qui avait un ROE qui était faible, mais qui réinvestissait quand même 100% des bénéfices, et bien là, pareil, elle sous-performait terriblement les deux autres. Donc vraiment, c'était le critère numéro 1, c'était effectivement, il faut qu'il y ait un ROE élevé, mais il faut surtout que les entreprises réinvestissent 100% des bénéfices, ou bien dans ce qu'on appelle de la croissance organique, hein, donc en capex pour booster le business actuel, ou alors justement quand on sature à ce niveau-là, eh bien on va faire de la croissance par acquisition. Parce que regardez, ici voilà, je vous ai mis le tableau. Effectivement, pour faire du x100 en 25 ans, il faut que votre business fasse un retour, une croissance de 20% par an. Et le problème, c'est que faire du 20% par an en organique avec le business, au bout d'un an, en fait, le business il sature. Au bout de 10 ans, du 20% par an, vous voyez, ça veut dire 72 divisé par 20, chaque 3,6 années. La taille du business, la taille du chiffre d'affaires, du bénéfice, les parts de marché de cette entreprise-là, elles doublent. C'est énorme. Chaque 4 ans, vous doublez en termes de parts de marché, en termes de bénéfices. Donc forcément, vous saturez. Et à ce moment-là, bim, acquisition. Et le truc, c'est que là, c'est un game totalement différent. Et donc, c'est à ce moment-là, justement, c'est dans ce genre de transition que la plupart du temps, les business, en fait, elles réussissent pas. Et voilà, ça s'effondre et ça se fait remplacer par une autre entreprise. Donc franchement, quand vous additionnez tous ces risques-là, eh bien effectivement, voilà, vous avez très peu de chances de faire du x100. Et les entreprises donc, qui ne font pas du x100, eh bien, étant donné que, comme je viens de le dire, elles réinvestissent à 100%, elles ne versent pas de dividendes, vous avez vraiment zéro. Vous avez peanut, vous avez rien du tout. Vous avez tenu une entreprise pendant 10, 15, 20 ans, eh bien ça marche pas, elle commence à faire la phase déclin et vous en avez eu zéro retour sur investissement parce qu'il n'y a pas de dividende. Je voulais terminer la vidéo sur Peter Lynch, mais c'est vrai que ça fait déjà 20 minutes, donc je vais le garder, je vais garder tout ça pour une prochaine vidéo. À la limite, je pourrais me mettre là-dessus. Et juste avant, voilà, petite conclusion sur Chris Meyer. J'ai rien contre lui, hein, au contraire, ses podcasts sont super intéressants. Je vous encourage vraiment à aller les écouter. Pareil, son bouquin, je vous encourage à aller le lire. Mais c'est vrai que lui, il gère un petit fonds, il gère quelques millions. Donc voilà, il a écrit un bouquin. À partir de ce moment-là, directement, en fait, vous êtes en concurrence justement avec des mecs comme Peter Lynch, comme Monish Pabrai, comme Thierry Smith. Et là, c'est un autre game en fait. Là, c'est un autre niveau. C'est des mecs qui gèrent des milliards. C'est des mecs qui ont un track record sur je sais pas combien d'années avec des performances de malade. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, quand vous comparez Chris Meyer qui arrive là avec son livre, avec son petit fonds, par rapport à des titans comme ça qui ont vraiment pendant plusieurs années massacré le marché en termes de surperformance, c'est vrai que voilà, ça n'a rien à voir. Mais mais c'est un livre qui est beaucoup plus grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'avez pas trop lu de livres sur de grands investisseurs, vous pouvez commencer par celui-ci. Ça va vraiment vous donner envie d'investir en bourse. Voilà, ouais, faire un x100, mettre des entreprises, sélectionner ça avec un petit management, avec un petit heureux, etc., etc. Et sinon, voilà, je voulais me mettre sur Monish Pabrai, qui est voilà, tout le monde parle de Chris Meyer, mais Chris Meyer, à ce que je sache, il n'a pas transformé 1 million en plusieurs milliards en faisant justement, en sélectionnant justement des 10 beggars et des 100 beggars comme a fait notre ami Monish Pabrai. Donc vraiment, allez regarder cette vidéo, je vous la mets dans la description. C'est Monish Pabrai qui donne tout son retour d'expérience sur tous les 100 beggars qu'il a trouvé et qu'il a tenu et qui lui a fait clairement sa fortune. My own money. I started with about $1 million in 95. By the time, in the first 5 years, I had 200 baggers in the first 5 years itself. And then I think from 2000 to 2022 now, I haven't had any 100 baggers. Voilà, donc je fais un résumé. Il a commencé à investir. En fait, Monish Pabrai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un donc qui est arrivé d'Inde. Et donc il est parti de l'Inde, il arrive aux États-Unis. Il a créé une entreprise dans l'informatique. Il a revendu cette entreprise-là à 1 million. Il s'est dit, ok, j'ai 1 million de cash, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il a ouvert un compte, un broker, et il s'est mis à faire de l'investissement. Et de 95 aux années 2000, donc en moins de 5 ans, il a transformé les 1 million en plus de 13 millions, notamment aux États-Unis en trouvant un 100 beggar et également en Inde. Il avait mis de base
Quand il s'est lancé dans l'investissement, il a pris 2% de ses thunes, donc 20 000 dollars, et les a mis sur un broker qu'il a ouvert en Inde. Et là, il a acheté 5 entreprises. Et parmi ces 5 entreprises, il y en a une qui a fait du x200. Et donc, il est ressorti finalement en moins de 3 ans en Inde avec ces 20 000 qui sont transformés en plus d'1 million. Et dans le même temps, aux États-Unis, c'est 1 million qu'il a mis aux US, c'était transformé en plus de 10 millions. Donc, c'est comme ça vraiment qu'il a vraiment step up. Et ensuite, il a fait masterclass sur masterclass. Mais par contre, des années 2000 à 2022, il n'a pas retrouvé d'entreprises qui ont fait comme ça du x100. Donc encore une fois, et vraiment allez écouter cette vidéo parce que effectivement, c'est vraiment, comment dire, c'est super intéressant de rechercher des handouts beggars, mais quand vous allez écouter cette vidéo, posez-vous la question, est-ce que vous avez les compétences de Monish Pabrai? C'est-à-dire qu'en fait, il a toujours été extrêmement concentré. Voilà, en Inde quand même, il a mis tout, en fait, les 20 000 qu'il a mis en Inde, là, sur les 5 entreprises, il en a mis déjà 10 000 sur une seule entreprise qui a justement fait x200, et les autres, il les a répartis sur 3 entreprises, justement. Donc vraiment, en fait, faut concentrer à mort son portefeuille, et c'est pour ça que, et d'ailleurs, Chris Meyer, dans son bouquin, il dit Coffee Can Portfolio, il faut prendre plein d'entreprises, les mettre, et il y en a une qui va péter ou voire deux et vous serez rentable. Mais même Chris Meyer ne fait pas du tout cette stratégie pour son portefeuille personnel. De mémoire, son portefeuille, il a seulement que 10 lignes. Justement, il a du Evolution AB qui d'ailleurs fait plus de 20 milliards de capitalisation boursière. Donc il n'a aucune chance quasiment de faire du x100, à part si Evolution AB se négocie plus cher que Google ou Microsoft, ce dont je doute, et même la Apple vu le prix actuel. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que même Chris Meyer, quand on creuse un petit peu, il est focus sur quelques entreprises qui sont parfois très grosses, donc qui vont jamais faire du x100 et qui va certainement revendre quand l'entreprise va faire du x5. So I put 10,000 to Satyam in 95, and I think by the time it was 2000, it had gone up 150x. The 10,000 had become $1.5 million, approximately 1.4 million or something. And then the remaining 10,000, I put into 3 other stocks. I bought 2 of the courier companies that were listed in India at the time. Ouais, donc je fais là, excusez-moi pour le son, hein, ça vient de son côté. Dans les commentaires, il y a un mec qui lui dit t'es milliardaire, tu peux même pas acheter un micro à 100 dollars. Mais enfin bref, parenthèse fermée. Ouais, donc voilà, il a mis 10 000 balles sur une seule action en Inde, donc qui a fait directement du x150. Il en a retiré 1,5 million. Et justement, dans le même temps, il avait mis également les autres 10 000 dollars sur 3 autres entreprises. Et en fait, quand il est revenu dans les années 2000, quand il a pris ses bénéfices sur l'entreprise qui a fait du x150, eh bien il a clôturé les autres entreprises également. Sauf que quand il est revenu en 2005, après, il explique que les autres entreprises avaient également fait du x100 dans le même temps. Donc en fait, il aurait dû tout garder tout simplement. Et pareil, l'entreprise de tech qu'il avait acheté, là, qui a fait x150 en Inde, eh bien, lui, il l'a vendu à 150, ça s'est transformé en x500. Mais en fait, c'est des entreprises qu'il a achetées, ça valait rien à l'époque. Et le truc, c'est que, est-ce que vous pensez que vous avez encore une fois les compétences de Monish Pabrai pour essayer de sélectionner ce genre d'entreprise, pour garder ce genre d'entreprise? Même Monish Pabrai les a vendus et a regretté après coup. En fait, c'est super dur il faut les sélectionner, il faut tenir les positions, il faut parfois vendre les positions. So when this 10,000 became 1.4 million or whatever in 2000, the other 3 businesses had done nothing for 5 years. They was pretty much sitting close to what I had paid for them, like no movement for the most part. It is not realistic to think that if you put $20,000 in the Indian market and you get, 1.4 million, something like a 70x. So I said, this is a pretty good result. And for no really good reason, in 2000, I sold the other 3 stocks. And I told Kotak, sell these stocks and just send me the money back. I basically liquidated the entire Indian portfolio in 2000. There was no really good reason to sell Blue Dart or Skypack or Kotak. No particular reason that I had to do that. Kotak from 2000 till now is about a 500x. Blue Dart is about a 300x. Skypack went kind of backwards. I think eventually went bankrupt, but it was down like 90% or something. Ah donc voilà, exactement, les deux autres entreprises, il y en a une x500, il y en a une x200, enfin x300 et l'autre qui a quasiment fait faillite. Donc en fait voilà, il aurait transformé ces 20 000 balles qu'il a mis en Inde en plusieurs millions d'euros s'il avait gardé ses positions. Mais encore une fois, ouais, ça fait rêver, mais ce mec-là c'est un génie quoi. C'est comme Warren Buffett, c'est comme Charlie Munger, c'est des investisseurs de légende. Alors là maintenant il passe à la Turquie où il a acheté en 2019 une entreprise qui se négociait à 20 millions qui avait une valeur comptable de 700 millions. Donc il a acheté cette entreprise et là sa thèse, donc il l'a toujours en portefeuille actuellement sur cette entreprise là, il a du x5 donc 500%. Et donc sa thèse c'est que non seulement l'entreprise va se rapprocher de sa fair value, donc passer de 20 millions à 700 millions, mais en plus de ça, selon lui le management va faire qu'il va augmenter la valeur comptable
comptable. Et donc finalement, dans 10 ans, la valeur comptable sera non pas de 700 millions, mais peut-être de 2 milliards. Et donc dans ce cas-là, l'entreprise, elle va passer de 20 millions, le prix auquel il l'a acheté, à 2 milliards, 1 fois 100, tout simplement. Where the market cap was $20 million and the liquidation value was more than $600 or $700 million. Donc en résumé, rechercher des entreprises qui vont faire du x100, oui, mais attention avec son livre parce que il est incomplet. Voilà, c'est ça, il est incomplet. C'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que en fait, il a voulu faire un livre axé stock picker / débutant. Le problème, c'est qu'il a totalement zappé toute la partie gestion de risque, arbitrage du portefeuille, bref, toutes les parties qui sont évidemment présentes dans les autres livres de Monish Pabrai, de Peter Lynch, etc., etc. Et en fait, c'est ça le piège avec son livre. C'est qu'il arrive, il s'adresse à des débutants parce que les conseils qu'il donne, c'est conseil niveau 1 d'une analyse d'entreprise quality, donc là-dessus il n'y a pas de débat. Et le truc, c'est que vous pouvez être amené à vous dire ouais, super, je vais sélectionner ces entreprises-là et ça va être facile de faire du x100, alors qu'en fait, pas du tout. Sélectionner, ce que je veux dire, c'est que toutes les entreprises qui ont fait du x100 ont les critères qu'il a détaillés dans son livre, parce que c'est des critères quality. Mais c'est pas parce que votre entreprise a les critères quality qu'il détaille dans son livre qu'elle fera du x100. Et donc c'est pour ça que du moment où vous l'achetez et du moment où ça va potentiellement faire x100, eh bien il faut toute une partie de gestion de risque, d'arbitrage qui encore une fois est détaillée par tous les autres investisseurs qui ont écrit des livres. Donc c'est ça le problème de son bouquin, tout simplement. Je pense que donc en fait le résumé c'est: si vous êtes confirmé, lisez le livre. Vous pouvez que avoir des piqûres de rappel qui vous feront pas de mal, parce que de toute façon vous avez toute la partie cycle, durée de vie d'un business, etc., qui va vous permettre de ne pas tenir aveuglement, comme il le recommande, un business pendant 26 ans. Et si jamais par contre vous êtes débutant, là absolument couplez ce livre avec celui de Peter Lynch sur les cycles d'un business, et également allez voir tout simplement l'original. Encore une fois, Chris Meyer a donc, comme je vous l'avais dit, totalement repris les bases de ce livre et l'a enrichi, mais en fait l'a enrichi qu'avec une partie data, qu'avec une partie quantitative. Il n'a pas justement repris toute la partie qualitative de ce bouquin où notamment il parle toute la gestion du risque, etc. Enfin, si, mais trop peu présent dans le livre de Chris Meyer. Et sinon, tout simplement, ce livre de Thierry Smith qui est exceptionnel. Et j'étais sur les entre guillemets les mauvais avis, mais voilà, ça résume parfaitement le livre. Mine de rien, si vous avez déjà un bon niveau, 10 pages peuvent résumer le bouquin. Et en fait, c'est vraiment ce qui c'est vraiment j'avais vu, c'est pleine de banalités, c'est ça. En fait, il dit des banalités, donc c'est des piqûres de rappel qui font pas de mal, mais ça reste des banalités. Il pose pas des concepts qui restent dans le temps, quoi. Qui resteront dans le temps comme peuvent le faire d'autres grands investisseurs qui ont écrit des livres. Et pour terminer, n'oubliez pas que vous avez mon groupe School qui est totalement gratuit avec une formation sur les options, sur la bourse, sur les ratios financiers, également l'onglet communauté. Donc voilà, pour y accéder, vous n'avez pas besoin encore une fois de créer de compte, vous avez simplement besoin, excusez-moi, de rentrer adresse email, mot de passe et automatiquement vous êtes rentré dedans. Donc voilà, profitez-en et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Merci, c'était Léopold.